Salut! Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé. Aujourd'hui, on va parler d'un film très important pour moi, alors on va prendre le temps. Car dans la très longue liste des films sous-estimés, sous-cotés, appelez ça comme vous voulez, il y en a un qui pour moi est tout en haut. Mais pour bien comprendre, commençons par le début. C'est toujours mieux. Tout ça c'est très clair. Quand j'étais tout petit, avec mon frère, on bouffait de la VHS à s'en péter la panse. Mon père avait une très grande collection et on pouvait passer des après-midi entières à se taper des Robin des Bois, des Casper et autres Chéri j'ai rétréci les gosses. Et on a tous les deux vécu la révolution du format physique qui était le DVD. Pour nous c'était la dinguerie. Une image Full HD, plus besoin de rembobiner, des bonus à foison. Bref, on en rêvait. Et ce rêve est devenu réalité quand un soir notre père est rentré avec dans sa main gauche un lecteur DVD flambant neuf et dans sa main droite ceci. Et oui, c'est bien le DVD de l'époque que j'ai gardé religieusement comme symbole de notre passé commun. Du coup, on a tout branché, on a glissé cette petite galette métallique dans le lecteur, et là... Et on venait de vivre quelque chose de grand. Mais apparemment, c'était pas le cas de tout le monde. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Mais je vais surtout en profiter pour payer mon tribut à un film qui m'a grandement marqué et fait de moi l'homme que je suis, du moins en partie. Et pour ce faire, je vais ouvrir une petite parenthèse pour bien comprendre le contexte. Parce que le contexte, c'est toujours important pour bien savoir de quoi on parle. What we're gonna do right here is go back. Le voyage dans le temps! Back tous les années 2000. Jacques Chirac est président, This is not a method. Jack and Daxter tourne à fond sur notre divine PS2, et Linkin Park nous régale entre deux discussions avec les copains sur MSN. Une époque que je considère comme l'apogée d'une génération et qui me semble super proche, alors que c'était déjà il y a plus de 20 ans. Je suis tellement vieux. Et on affine un peu plus la recherche à novembre 2002. Et à ce moment, le cinéma semble être dans un nouvel âge d'or. Parce qu'en 2000, il y a eu ça, Il y a du beau monde là-dedans. et en 2001, tout ça. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Des sorties ciné diversifiées et originales qui contrastent beaucoup avec les années qu'on est en train de traverser, où c'est un peu le désert. Et 2002 n'est pas en reste, car en face de mon chouchou, il y a eu toute une flopée de classiques comme Gang of New York, Spider-Man, Harry Potter 2, Le Seigneur des Anneaux 2, Le Pianiste, Arrête-moi si tu peux, L'Âge de glace, Minority Report, j'en passe et des meilleurs. Autant vous dire qu'il fallait jouer des coudes pour se trouver une place. Mais ça, c'est au niveau du cinéma mondial. Du côté Disney, comment ça se passe? La firme aux grandes oreilles, elle, sort d'un âge d'or bien mérité, second âge d'or même, qui a débuté le 28 novembre 1990 avec La Petite Sirène, qu'ils enchaîneront coup sur coup avec La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Pocahontas, Le Bossu Notre-Dame, Hercule, Mulan et Tarzan. Faisant passer le chiffre d'affaires de la société entre 90 et 2000 de 3,4 à 25,4 milliards de bons gros dollars américains. On sort les doigts du cul et on fait du pognon. Une réussite financière et critique, leur permettant de rafler les Oscars des meilleures musiques à chaque sortie, ayant même réussi à nominer La Belle et la Bête dans la catégorie meilleur film. Pas meilleur film d'animation, mais bien meilleur film. Un sans faute qui ancre la marque dans tous les esprits, leurs parcs d'attractions sont au top, leurs films sont au top, les enfants que nous étions sont surexcités à chaque annonce. C'est la consécration totale et absolue. C'est bon ça. Consécration qui fait se dire à un Disney tout puissant et sûr de lui qu'il est temps de se renouveler et de tester des nouvelles choses. Bien mal leur en a pris, car ils vont entrer dans une période de traversée du désert qui va durer une dizaine d'années, de 2000 à 2010. Et si pour beaucoup cette période sombre est assez détestable à plusieurs égards, on a aussi eu des films qui m'ont marqué, genre L'Atlantide, l'Empire perdu, pour son casting et le grandiose de sa mise en scène, Cusco et son humour, ou les très touchants Lilo et Stitch, Volt, Frères des ours et La princesse et la grenouille. Et peu importe mon affect pour ces œuvres, les faits sont là. Ces films marchent moins bien, et les critiques ne sont plus aussi dithyrambiques que dans les très glorieuses années 90. Fin de la parenthèse. Je trouve que c'est une réussite triomphale. Et voilà à peu près où nous en sommes au moment où la production du film démarre. Une période que je qualifierais de « on a envie de tester des nouvelles choses, mais on sait pas trop où on va ». Propice aussi bien aux conneries qu'aux bonnes idées. Et j'ai dit début de production, mais en vérité je me trompe un peu. Car les prémices du projet datent de 1985, avec les papas du délire, John Musker et Ron Clements, qu'il avait proposé aux exécutifs du studio en face de leur autre projet, La Petite Sirène. Et qu'il appelait affectueusement à l'époque l'île au trésor dans l'espace. Fort heureusement, chez Disney, on ne jette pas les idées, on les peaufine. Et ils vont avoir tout le temps qu'il faut pour la peaufiner. Car après un Aladdin qui a tout cassé et un Hercule qui pour moi est le meilleur des années 90, ils reviennent avec un script fini qui leur a pris 15 ans de boulot quand même. Mais comme je vous ai dit, c'était le moment où Disney était un peu aux abois. Donc ils ont dû les voir arriver comme des sauveurs et leur ont tout de suite filé carte blanche. Carte blanche? Oui. Carte blanche. Bien sûr. Comme quoi la patience, ça paye. Et c'est après 2 années de recherche autour du projet que l'animation débute réellement, en 2000, avec une date de sortie prévue pour 2002, et une équipe de 350 membres alloués. Équipe qui s'est vue tripler, car d'après la productrice Ron Conley, c'est au final un bon millier de personnes qui ont participé à la création. Un travail titanesque donc, sûrement dû en partie à leur nouvelle façon de faire, car c'est avec Deep Canvas que les équipes ont travaillé pour produire 75% du long métrage, les 25% restants étant en animation 2D traditionnelle. Et attendez-vous à ce que je vous le ressorte ce chiffre de 75-25. Deep Canvas, c'est un logiciel de création en 3D qui, associé à un peu de retouche à la tablette graphique, permet de passer de ça à ça. Le logiciel a été créé par le directeur artistique de Tarzan,
d'Anne Saint-Pierre et a été testé sur cette scène de Tarzan. Mais c'était la première fois où Disney en faisait une utilisation aussi massive. Et quand vous êtes un gars qui bosse chez Disney depuis 10 ans avec des feuilles papier, c'est tout un nouveau monde qui s'offre à vous. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour les présentations, donc on va pouvoir attaquer ce 43e classique Disney. Et on commence de but en blanc, des réchefs, d'entrée de jeu, oui, sur l'espace, avec des visuels sublimes, dans les teintes violet et bleu nuit, une typographie dorée soignée, avec une petite flûte en fond, un narrateur commence à nous raconter de sa voix fort appréciable le début d'une histoire. Dans la clarté de la nuit, quand les vents célestes parcouraient sereinement la voûte éthérée. Pour la petite anecdote, et pas la dernière, c'est Tony Jay, voix originale de Frollo et collègue de théâtre de Roy E. Disney, qui prête sa voix ici. Et en VF, c'est Jean Topard, le narrateur de Rémi sans famille. Au premier jour de l'automne, ils quittèrent la ville pour leur prochaine destination, Pau. Mais entre en scène l'élément qui nous installe directement dans l'univers que nous allons parcourir. Un vaisseau spatial, enfin un bateau de l'espace en l'occurrence. Puis une frégate pirate qui s'approche de cette... imposant navire marchand chargé de cristaux solaires arcturiens. Et on peut constater tout de suite deux choses. 1. Le bois est un élément du tableau périodique indiqué comme OK pour aller dans l'espace. 2. L'espace ne fonctionne pas du tout comme chez nous. Bon, je vais pas vous expliquer comment fonctionne l'espace, parce que vous êtes tous censés le savoir. Mais on ne se tient pas comme ça en cosplay de pirate dans le vide spatial. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Et oui, car nous sommes en présence d'une application visuelle d'une théorie appelée l'éther, comme le dit le narrateur juste ici. Parcourait sereinement la voûte éthérée. Une théorie de physique datant de l'Antiquité, dont plusieurs grands noms la décrivent comme le 5e élément, ou encore une forme d'air extrêmement pure, ou encore une forme de force qui sous-tend les sphères. Ouais, un truc pas très clair dont personne n'arrive vraiment à donner une très bonne définition. Mais en science-fiction, ça a pris la forme d'un univers dans lequel l'espace est respirable pour toutes les formes de vie qui le composent. On retourne à notre personnage et hop, c'était un extraterrestre. Donc, 3 notions simples en moins d'une minute. 1. Ça se passe dans l'espace. Espace. Frontière de l'infini. 2. Musique pirate, typo pirate, bateau pirate, on parle de pirates. Les pirates, c'est ultra tendance. 3. Il y a des extraterrestres. Extraterrestres. Des pirates de l'espace avec des extraterrestres, comme Albator en somme. Mais sans la technologie du futur. Donc un extraterrestre, des plus jolis ma foi, qui pille un navire rempli de richesses qui ferait bander n'importe qui. Matez-moi ça, il y a des pièces, il y a des pierres précieuses de l'espace, puis l'histoire raconte qu'il... disparu sans laisser de traces. Et le tout n'était en fait qu'une histoire pour enfants depuis le début, faisant le lien entre le gamin qui découvre une histoire sur un super livre, qui balance des images en 3D, quelle dinguerie en passant, et le gamin de l'époque dévorant les pages d'un livre papier, spécifiquement ici, l'île au trésor. C'est bien, vous suivez. C'est bien. Allez, un câlin et dodo, mais ce petit merdeux n'écoute rien et se relance dans son histoire. Petite anecdote, pour cette œuvre, ils ont agrandi l'image pour les systèmes à écran géant. C'est une sorte de première pour Disney, et il fallait donc un souci du détail encore plus fin qu'avant. On peut également apercevoir un petit Stitch en peluche. Est-ce que ça veut dire que Stitch existe dans cet univers ? Transition méga stylée, comme si nous étions projetés dans le livre, une belle analogie de pénétrer dans l'histoire à la façon Disney. Transition donc méga stylée, qui nous amène à notre protagoniste ado, lui-même méga stylé, dans une scène méga stylée, où il pratique un sport méga stylé et méga dangereux, donc stylé. C'est la classe. C'est ça qui compte le plus. Scène compliquée pour les animateurs qui superposent des fonds 3D, de l'animation 2D traditionnelle et une planche de surf solaire en 3D. Suite à ça, il se fait arrêter par les robots policiers locaux. Et vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle un establishing shot. Ceux de ce film sont vraiment sublimes. Ça sert à établir une ambiance et poser le cadre. On dirait presque des peintures d'époque. Des œuvres magnifiques, dignes de finir en fond d'écran. Le mix art déco et art moderne rend vraiment super bien. Et nous découvrons Sarah Hawkins, interprétée par Laurie Metcalf en VO. Laurie qui ressemble grave à son personnage d'ailleurs. Et en VF, c'est Ninou Fratellini. Oui, c'est bien une descendante du cirque susnommé, ça c'est de l'anecdote. Et dans cette auberge, en plus des clients, on peut trouver un très bon ami à elle, le docteur Doppler, qui est une fusion d'un homme à 75% et d'un chien à 25%. Et oui, je vous avais dit que je vous le ressortirais. Son visage est inspiré de celui de David Hyde Pierce, le comédien américain qui le double en VO. On le reconnaît pas mal d'ailleurs. Et en français, c'est Bernard Allan qui nous régale de sa voix, connu pour quelques autres doublages dans des petits films comme... Pour le rapport à l'histoire originale, il est la fusion de deux personnages du roman, Quire Trelawney et Dr. Livesey. Deux mentors du gamin qu'on suit dans le livre. Et Musker décrit les deux personnages du roman ainsi. L'un est comique et l'autre très hétéro. Va savoir ce que ça veut dire. Il mange ses... croque-médor de Vénus aux graines solariennes. Quand soudain, les deux flics robots du futur avec la mâchoire de Stallone viennent déposer le personnage principal, James Pléiade Hawkins, aussi appelé Jim. C'est Joseph Gordon-Levitt qui donne sa voix à Jim. Les deux se ressemblent d'ailleurs beaucoup physiquement, excepté pour le regard je dirais. Et en VF, c'est David Hallyday, oui le fils de Johnny himself. Merci, y a pas de quoi. Montré d'entrée de jeu comme un garçon rebelle mais actif, il aide en rangeant une table, après s'être fait ramener par les flics. Bon, ils disent à la maman... Laisse pas traîner ton fils.
Jim part bouder sur le toit et le film nous joue la scène de l'enfant qui surprend une discussion sur lui. Sarah explique qu'elle n'y arrive plus depuis que son père est parti, on ne sait pas où d'ailleurs, mais elle ne dépeint pas un tableau full négatif non plus. Elle raconte que c'est un petit génie, qu'il a construit son premier surf solaire à 8 ans. Ça c'est intéressant, ça fait de l'exposition gratuite, et cette exposition sera également un poids pour Jim, qui cherchera pendant tout le film à prouver à sa mère qu'il peut bien faire. Mais au même moment, un vaisseau mal en point s'écrase péniblement devant leur auberge. N'écoutant que son courage, Jim court vers le lieu du crash et se retrouve nez à naseau avec un vieillard mi-tortue mi-homme, une sorte de Ougouet de l'espace. Ils veulent mon coffre. Ce cyborg démoniaque qui s'apprend de coups de jarret. Un extraterrestre pirate chelou qui transporte un coffre en racontant des inepties. Transition sur des stores du futur qui affichent le décor que tu veux, ça c'est vraiment cool comme idée. Je rêve de le retrouver comme autrefois. Un petit garçon souriant, heureux d'avoir trouvé un nouvel ami, et me suppliant de laisser l'adopter. Transition parfaite avec Jim et son nouvel ami. Bon papy, entre son âge et le crash, il claque au milieu du salon, non sans avoir ouvert son coffre et confié son contenu à Jim. Méfie-toi du cyborg. Et à peine a-t-on le temps de dire la tortue est morte, qu'une équipe de pirates fait irruption dans l'auberge en brûlant tout. Mais ils arrivent à s'enfuir en sautant par une fenêtre, dans une calèche tirée par une forme larvaire de la monture de Obi-Wan dans Star Wars 3. Dégoûté pour l'auberge, elle était magnifique. Et Jim prend enfin le temps d'observer ce que lui a confié la tortue ninja moisie, un globe avec des boutons dessus. Mouais. Rien de parler à la maréchaussée. Ces maudits pirates ont disparu sans laisser de traces. Nous voilà donc dans la demeure du Dr Doppler, nous indiquant directement que c'est un riche excentrique, mais sympathique. Admirez donc comme les lumières se reflètent sur les corps. Particulièrement ici, avec cette ambiance feu de bois dans la pièce, le docteur explique qu'il ne sait pas quoi faire de cette étrange petite sphère. Mais Jim lui y arrive instinctivement. Il a ça dans le sang, le genou. Et nous découvrons la fameuse carte au trésor, qui se présente ici sous la forme d'un hologramme géant et interactif. L'effet est saisissant, même encore aujourd'hui. Petit détail qui a son importance, la couleur verte est très peu utilisée dans le film, car elle est exclusivement réservée à la planète au trésor. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la planète au trésor. Le Mago de Flint. Le putain de 1000 univers. Enthousiasmé par la découverte, le docteur affirme qu'il va financer une expédition, car comme le laisse deviner son train de vie, il en a bien les moyens. Petite anecdote, ils ont dû planifier des heures de réunion pour cette scène comique où le docteur Doppler fait ça. Oui, parce que cette petite scène de 5 secondes divisait les artistes. Certains la trouvaient cringe, même si à l'époque ils devaient sûrement dire gênant, et d'autres la trouvaient très amusante. Ça me rappelle cette scène comique dans Le Roi Lion, qui avait aussi divisé les équipes à l'époque. Guys, I don't think this is gonna work. La maman hésite, normal vous me direz, il s'agit pas d'aller faire les vendanges pour la saison d'été en Aveyron, mais bien de traverser l'univers à la découverte d'une planète inconnue, dans un voyage potentiellement mortel. C'est dangereux pour la santé. Mais Jim la convainc avec un discours plein d'espoir, et une promesse d'y trouver les richesses capables de reconstruire son auberge. Je sais que je n'ai jamais rien fait de bien dans ma vie. Mais je veux me racheter, j'en ai l'occasion. Je veux faire quelque chose de bien. Elle se rend compte que ce qui est le mieux pour son aventurier de fils, c'est comme le dit Delbert. Vous l'avez dit vous-même, vous avez tout essayé. Il y a de bien pires remèdes que, disons, quelques mois d'apprentissage dans l'espace. Et nous voilà à la scène qui nous a tous marqués. Nous quittons la Terre et le premier acte pour nous envoler vers le spatioport de Mandragore, dans un plan en CGI qui aurait pris 2 ans. Le plan était là tout le long de la création du film, tel un phare guidant toutes les équipes. Putain, c'est beau. Un sublime port spatial basé sur la Lune. Enfin, une Lune fantasmée, parce que oui, vous l'aurez remarqué si vous êtes un peu observateur, mais la Lune ici est un croissant et non un astre sphérique. Comme tout le monde le sait, sorte de Roissy-Charles de Gaulle de cet univers. Et j'ai une petite anecdote ici. Dans le making-of du jeu vidéo La Planète au Trésor, oui, ce film a eu le droit à son jeu sur PS2, mais ne vous en faites pas, j'y ai joué et c'est claqué au sol. Donc dans ce making-of, on peut y trouver ce passage. Croissantine par exemple, on ne voit pas grand-chose de Croissantine dans le film. Mais quel énorme fils de... C'est dit que ce serait une bonne idée de renommer le spatioport de Mandragore Croissantine. Dans une transition sublime, les voilà arrivés, et Jim semble être vraiment très content d'être enfin parti de sa planète natale. Il progresse un peu dans la ville, et il demande leur chemin à 2 machins, enfin une boule de poil et un robot, qui sont les représentations des 2 réalisateurs, ici John Musker et là Ron Clements. Et c'est pas la première fois qu'on peut les voir caricaturés à l'écran. Et voici l'héritage, le Legacy en anglais, enfin le RLS héritage, qui vient directement des initiales de l'auteur du livre original, Robert Louis Stevenson. Au début, ils voulaient l'appeler l'Hispagnolia, comme dans le roman, mais ils ont fait un vote dans la boîte, et c'est devenu l'héritage, sûrement pour prouver qu'ils s'occupent bien de l'héritage culturel. C'est ton héritage. Ils montent à bord, et on a leur première interaction avec un membre de l'équipage, Monsieur Snuff. Ouais, attendez, en français c'est Monsieur Prout. Voilà. Il a pété, j'ai entendu faire prout. Fait extrêmement rare sur ce personnage, c'est l'animateur qui assure le doublage. Bon, vous me direz, c'est pas très compliqué, il suffit de faire des et des. D'ailleurs, c'est le doc qui se charge de répondre, prouvant 2 choses par la même occasion. 1, il est instruit, et 2, il n'a pas peur du ridicule. Et ça impressionne beaucoup Jim. Le résultat de 2 ans d'études. Cool. Deuxième rencontre avec le second du capitaine, Monsieur Harrow. Le navire est paré, monsieur. Un extraterrestre géant de pierre anthropomorphisé qui interprète l'officier Harrow de l'œuvre originale. Dans le livre, il est un officier incompétent,
tout le contraire de son personnage dans le film. Et avec lui, car ils sont inséparables, la capitaine de ce navire, sur laquelle j'avais un petit crush quand j'étais jeune, capitaine Amelia. Monsieur Harrow, j'ai inspecté ce misérable rafio de la proue à la poupe, et comme toujours, il est impeccable. Ne commettez-vous jamais d'erreur. Une créature mi-chat mi-humaine, toujours avec le ratio 75-25, inspirée du capitaine Alexander Smollett dans l'œuvre originale. Doublé par Emma Thompson et en français par Michel Larocque, pour qui c'est le premier et seul doublage d'un dessin animé. Et oui, si elle ressemble beaucoup à Jane de Tarzan, c'est bien parce que son animateur s'est occupé d'elle avant. Titre. Je vous demande pardon, jeune homme. C'est quand on dit une phrase qui se rapprocherait d'un titre de film porno, on dit titre. Alors moi j'ai dit titre. Elle rencontre enfin la personne qui l'a engagée, n'oublions pas cela, c'est bien le doc qui paye pour la croisière. Mais sur le bateau, c'est elle qui commande. Sans surprise, cette aventurière du futur trouve ce vieux docteur bloqué dans sa tenue, légèrement ridicule. Oui, Allô? Est-ce que vous me recevez? Bien entendu, ne me frappez pas. Le doc présente donc Jim et parle de la carte au trésor sur le pont devant l'équipage. Docteur, je vous en prie. Équipage qui n'en perd pas une miette d'ailleurs, et devant l'apparente incompétence de son employeur à garder un secret, elle va devoir s'expliquer avec lui en cabine. Cancané et jacassé à propos d'une carte au trésor devant un équipage de cette nature prouve que votre niveau d'incompétence est proche de la débilité. Et maintenant qu'ils sont plus au calme, elle demande à voir la carte. Carte qu'elle va garder sous clé afin qu'elle soit protégée. Et elle a cette petite interaction avec Jim que je trouve très intéressante. Elle lui intime l'ordre de l'appeler capitaine ou madame. Est-ce clair? Ce que Jim, qui n'a pas encore commencé son développement de personnage, prend pour une marque d'autorité déplacée. Il lui répond donc Oui, madame. avec un ton qui laisse bien transparaître le « cause toujours, tu m'intéresses ». Jusque-là, rien d'anormal. Elle affirme son rôle de capitaine en montrant qui est la boss, veillant à ce que la carte soit sous clé et que chacun des membres de l'équipage soit opérationnel dans la tâche qui leur incombe. Un personnage de femme forte que personnellement j'adore. En parlant de tâches, il est temps de leur filer du boulot. Mais comme Monsieur Toutou paie la croisière, il ne fera rien. Et c'est Jim qui va trimer en devenant assistant du maître coq. Le maître coq? C'est le gars qui gère la cuisine en langage maritime. Et en langage maritime de l'espace aussi apparemment. Et nous arrivons enfin devant un de mes personnages préférés, tout Disney confondu. Mesdames et messieurs, Long John Silver. Une prouesse technique qui passe encore nickel aujourd'hui. Littéralement leur premier mix d'animation traditionnelle et de rendu en animation de synthèse, doublé par Bian Murray et en français par notre cher Jack Frantz. Si j'aurais su, j'aurais rentré ma chemise. Il est un croisement entre un ours et un humain de l'espèce extraterrestre des ursidés, on le voit à son nez et à ses oreilles. Et moitié humain, moitié machine, toujours avec cette échelle de 75/25, mais je vais pas vous la faire à chaque fois, vous avez compris l'idée. Lors des recherches pour le film, ils ont fait plusieurs tests de parties mécaniques animées en 3D, mêlées à de la 2D, dont celle-ci avec le Capitaine Crochet, que je trouve beaucoup trop stylé. J'ai juste envie de voir un Peter Pan steampunk maintenant. Ce qui met tout de suite la pute à l'orteil de Jimbo. Un cyborg. Et oui, rappelez-vous... Méfie-toi du cyborg. C'est un signe. Il se présente comme un personnage aimant faire des blagues et détendre l'atmosphère, mais son physique de colosse et ses nombreuses modifications robotiques laissent plutôt deviner un grand gaillard qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Tout le paradoxe du personnage est là, ce qui le rend très humain et attachant, avec une pointe de soupçon. Il est introduit comme un cuisinier extrêmement compétent du fait de ses modifications, et le prouve en maniant habilement ses différents ustensiles intégrés, nous faisant croire qu'il ne dispose que d'outils de cuisine dans son arsenal. Genre, il peut mettre ce qu'il veut dans son bras et il va juste y mettre des couteaux de cuisine et des fouets pour la crème. C'est cela, oui, oui. Et voilà qu'il vous prépare en quelques secondes son... Célèbre potage d'hyperlangouste. accompagné d'une petite blague. Une vieille recette de famille. En fait, c'était un des membres de notre famille. C'est pour rire, Doc. Est-ce qu'il vient vraiment de manger un œil là? Mais pas le temps de répondre à cette question car un chewing-gum rose volant, transformé en cuillère, se farcit tout le bol de Jim. Et voici... Morph. C'est un polymorphe. Ah oui, polymorphe, morph, logique. Flying Robber. Flubber. Pour la petite anecdote, son animateur Mike Shaw s'est inspiré d'une lampe à lave et l'a croisée avec un chiot. Bien vu Mike. Il fera office de personnages secondaires attachants, comme dans beaucoup des Disney. Pégase dans Hercule, Abu dans Aladdin, etc. Monsieur Hawkins va rester ici, sous votre contrôle, monsieur Silver. Oh, monsieur, non, attendez, ce type est un... J'adore les voir avoir la même réaction quand ils apprennent qu'ils vont bosser ensemble durant tout le voyage. Et ça les rapproche d'entrée de jeu, pour une scène intime où on fait monter la tension entre les deux personnages. L'un coach le petit nouveau, l'autre se posant des questions sur la véritable identité de cet étrange cyborg. Jim n'a pas le temps de finir son enquête que Silver l'envoie sur le pont admirer le décollage. Mais quand il est sorti... Ce gamin-là va falloir qu'on le surveille, toi et moi. Oh, comme c'est bizarre. On peut voir tout l'équipage s'activer pour le décollage, les voiles solaires s'étendre de tout leur long, et la musique est incroyable, mais on en parlera plus tard. À peine sorti du spatioport, on croise ces étranges créatures de l'espace. Un Orcus galacticus. Oui voilà, des baleines de l'espace. Elles me font d'ailleurs un peu penser aux baleines volantes de Fantasia 2000. Mais en fait, est-ce que c'est pas Disney qui a fait fleurir le fantasme de baleines volantes chez les gens? En tout cas sur Pinterest, ça a vraiment créé un délire. Et une petite blague sur les fluides en passant, qui fait rire la capitaine. Et vous vous êtes vu?
Aussi élégante et aussi mince qu'une goélette avec des voiles neuves et de la peinture fraîche. Elle est fraîche, hein? Oh, charmeur va. Mais la capitaine ne se laisse pas avoir et demande pourquoi le stagiaire ne branle rien. On va lui donner du boulot alors. Oui, parce que l'assistant du cuistot s'occupe aussi du ménage. Sur le pont, il pourra se familiariser avec le reste de l'équipage, composé principalement de personnages qu'on verra pas plus que ça, genre un macogneur avec une face rouge, un mec échappé de Diablo, un monsieur plein d'œil, et un mec qui ressemble à un humain. Ah non, c'est une horreur échappée de The Thing. C'est dégueulasse. De toute façon, les deux seuls humains de tout le film, c'est Jim et sa mère. Mais là où dans d'autres films, le fait qu'il ne reste que peu d'humains est un enjeu. On ne parlera bientôt plus de nous que dans les livres, et on exposera nos ossements dans les musées à l'usage des aliens. Ici, on s'en fout. Et voici la pire angoisse de tous les arachnophobes. Monsieur Scroop, homme araignée rouge sang au look de Clodo, mais c'est peut-être parce qu'il ressemble à son doubleur Michael Wincott en VO, et oui c'est Guy de Gisborne dans le merveilleux film Robin des Bois, mais c'est aussi Rochefort dans Les Trois Mousquetaires de Disney, et en français il s'agit de Pascal Renwick, voix légendaire de Morpheus dans Matrix, ou de César le Vieux Chien dans La Belle et le Clochard, entre autres, et il engage directement notre Jim en mode attaque. Se pourra-t-il que tu aies les oreilles ensablées? Jim lui rend la politesse, Dommage que j'ai pas plutôt le nez bouché. mais il oublie un peu vite qu'il n'est qu'un sac de peau rempli d'organes plus ou moins importants, tandis que son adversaire est une araignée humanoïde de 2 mètres, avec la peau épaisse comme une cuirasse et 2 pinces géantes en guise de main. On en profite pendant la bagarre, plutôt sa mise à mort sommaire, pour remarquer ce membre d'équipage, une vieille pute composée d'une tête et de 2 jambes, du nom de Birdbrain Mary, qui veut dire cervelle d'oiseau, et qui a longtemps inquiété les animateurs, car certains membres de l'équipe la trouvaient étrangement attirante, va savoir pourquoi d'ailleurs, tandis que Monsieur Prout lance des coups de poing P. Au dernier moment, il est sauvé par Silver, qui vient interrompre le combat avant que ça parte en couille, et Arrow qui vient mettre un ultime coup de pression, histoire de remettre toutes les pendules à l'heure. Oh putain, c'est qui ces deux-là encore? Un serpent à poil avec des bras et des yeux dans la bouche, et une horreur de Nurgle avec un seul œil. c'est dégueulasse! Et on remarque tout de suite une certaine animosité entre Scroop et Arrow. Est-ce bien clair, monsieur Scroop? Transparent, monsieur. Conclusion, Jim, tu es un enfant au milieu de malades mentaux qui ont tous de quoi t'étriper à la moindre occasion, alors fais gaffe un peu. Silver descend la cuisine pour discuter avec le reste de l'équipage. On va discuter un petit peu 5 minutes, les gars, là, 2 minutes là. Bon, sans surprise, on découvre qu'il a embrouillé les commanditaires pour qu'ils puissent être engagés à bord de cette expédition en tant qu'équipage de luxe. Oui, parce qu'apparemment, ça, c'est un équipage de luxe. Et oh surprise, ce sont tous des pirates qui attendent le bon moment pour prendre le contrôle du navire. C'est nous, les pirates. Nous sommes les rois du déguisement. Silver monte sur le pont pour jeter des déchets de cuisine par-dessus bord. Comme un gros dégueulasse d'ailleurs. Non mais en mer je dis pas, ça peut nourrir les poissons. Mais dans l'espace, ça va où? Ça tombe? Ça flotte dans le vide? J'exige de comprendre! Jim remercie le cyborg pour son aide de tout à l'heure. Lui, curieux, lui demande: Ton papa t'a jamais dit qu'il faut pas te battre avec plus fort que toi? Et Jim lui répond que son père était plutôt du genre absent. On apprend en même temps que le pirate qu'il est parti un jour et qu'il n'est jamais revenu. Sûrement qu'il est parti acheter des clopes. Long John semble touché par son histoire et décide de le prendre sous son aile et de lui apprendre quelques ficelles du métier. Petite remarque sur cette scène, cet effet spécial d'assombrissement au niveau des yeux de Jim, qu'on appelle un loup, qui lui donne cet air sombre et soucieux. Un trait physique qui évolue au fur et à mesure du film, comme sa tenue d'ailleurs. Puis se lance la seule scène musicale de ce Disney, ce qui l'envoie rejoindre la très courte liste des Disney avec très peu de chansons. Sauf que là, moi, la chanson, elle est vraiment bien. Bon, évidemment, comme on est sur YouTube, je ne peux pas vous la faire écouter, mais je peux vous raconter quelques petites anecdotes dessus. Tout d'abord, cette scène musicale a été pensée et storyboardée au tout début du tournage, comme souvent chez Disney. Et comme souvent, oui je le dis 2 fois, quand on crée une scène musicale et que le compositeur n'a pas encore fini la musique, eh bien on met une musique préexistante. Et pour cette scène, ils ont utilisé une musique de U2. Ça, c'est de l'info stylée. Et c'est pas tout, plus tard Glen Keane leur a demandé d'utiliser Iris de Goo Goo Dolls. Et ouais, on est carrément dans la bonne vibe là. Sentant qu'ils tenaient quelque chose avec cette ambiance, ils ont fait venir le chanteur du groupe, Johnny Reznick, et ils se sont rendu compte qu'il avait beaucoup de points communs avec Jim, autant physique que mentaux. Et je trouve super stylé de penser que Jim ressemble à un chanteur de pop rock des années 2000. Scène musicale qui mélange mentorat et retour dans le passé pour en découvrir plus sur Jim. Et 2 petites choses encore. La transition ici est géniale entre Jim qui tend le bras, tentant d'attraper son père qui l'abandonne, et Silver qui lui tend le bras dans un geste qui veut dire « Suis-moi mon petit ». Et ici, on peut remarquer Silver venir voir Jim en train de dormir sur une pile de vaisselle. C'est un clin d'œil direct à Moustique dans Merlin l'Enchanteur. Et de retour de leur partie de surf sur Queue d'astéroïdes, on peut les voir amicalement se taquiner. Mais Jim pose la question qui nous trottait dans la tête depuis le début. Et tout ça, ça vous est arrivé comment? Ce à quoi Silver répond: Faut renoncer à certaines choses quand on poursuit un rêve. Et ça, c'est extrêmement profond venant d'un personnage Disney. Parce que depuis le début des films de la firme, le but de tous les personnages qu'ils ont créés, c'était de poursuivre un rêve. Mais on ne les a jamais vus payer physiquement de leur personne pour y arriver. Enfin, Blanche-Neige meurt pour y arriver, et la Belle au Bois dormant tombe dans le coma. Mais là, on parle carrément d'un gars qui s'est fait mutiler gravement et à qui on a greffé des parties mécaniques pour qu'il puisse continuer et atteindre son rêve. Il a carrément abandonné une partie de son humanité pour y arriver. Et ça, c'est balèze. Jimbo lui demande si ça valait la peine. Je l'espère de tout cœur, Jimbo. Mais pas le temps de se reposer, un
événement cosmique est en train de se produire. La scène de la nébuleuse qui explose. Scène qui a demandé des semaines de travail à elle toute seule. En même temps, vu la pluie d'effets spéciaux qu'on prend dans les yeux, on peut le comprendre. Scène mythique où nos personnages vont devoir faire face à une catastrophe de type spatial, où on peut les voir enfin agir comme un véritable équipage. Ils rentrent les voiles, un gros canon tire sur les météores qui leur foncent dessus. Bref, c'est une situation d'urgence, et dans ce genre de situation, on se serre les coudes. En tout cas, tirer sur des gros cailloux plutôt que les esquiver, c'est une façon de faire que je valide totalement. Et Jim est super actif pendant tout ce passage, et a même quelques moments de bravoure, comme là où il sauve Silver d'une chute en le rattrapant sa ligne de sûreté au dernier moment. Merci, Jahid. Mais trait de parlotte, un astéroïde Grand comme le Texas. leur fonce droit dessus, et le canon ne semble même pas le chatouiller. Non mais matez-moi ce plan. Par chance, il est attiré au dernier moment par un trou noir. Pas de chance en fait. J'avoue. Trou noir qui les attire dangereusement vers lui, et qui crache des vagues d'énergie. Vagues d'énergie que le dog analyse, indiquant à la capitaine qu'ils peuvent les utiliser pour se sortir de ce mauvais pas. Elle va donc demander à ces hommes qui viennent de rabattre les voiles de les déployer. Mais on vient de finir. De les replier. Changer d'habit comme de chemise. En passant, elle ordonne à Jim de vérifier que toutes les lignes de sécurité sont bien attachées. À vos ordres, capitaine. Et vous avez remarqué, là il lui donne du capitaine. Il se sent véritablement appartenir à l'équipage et en adopte les coutumes au fur et à mesure. Et vous vous souvenez quand je vous parlais de la rivalité entre Arrow et Scroop ? Oh le bâtard! Et après ce passage terrible, vient celui qui me fait frétiller à chaque fois. Le capitaine félicite tout le monde, et particulièrement Jim pour son boulot. Mais Scroop ramène le tricorne de Arrow. Monsieur, c'est pas un bâtard celui-là! La scène où la capitaine apprend la mort de son second est d'ailleurs très touchante. Elle se joue dans les regards et le ton de la doubleuse. Jim, lui, est pris de panique, ayant l'impression d'avoir commis une erreur qui a tué quelqu'un. Je les avais toutes vérifiées. Tout était en ordre. Et on arrive à la scène pivot qui fait enfin le lien père-fils entre Jim et Silver. Scène qui va aussi mettre l'accent sur le personnage gris qu'est Silver. Subtilité bienvenue chez Disney, qui avait l'habitude de bien séparer les gentils et les méchants. Il vient de traverser un événement traumatique, et la façon qu'il aura de l'intégrer aura des répercussions sur tout le reste de sa vie. Et la participation de Silver sera déterminante. Donc, Long John sort fumer sa pipe sur le pont, et voit Jim en pleine introspection. Il est seul, recroquevillé, il joue machinalement à faire des nœuds, le nœud représentant le lien avec les autres, mais aussi les choses qu'il apprend de son mentor. C'était pas de ta faute, tu sais. Sans toi, la moitié de l'équipage serait en train de faire le grand 8 dont je... Mais ça ne suffit pas à Jim, qui prend une position de Tarzan et essaie de lui expliquer. Non! Vous ne comprenez pas? C'est moi le coupable! Pendant 2 secondes, j'ai cru que je pouvais faire quelque chose de bien, mais... Ah! J'ai tout... Et c'est là que John va trouver les mots. Écoute-moi un peu, Jim Hawkins. Tu as en toi les prémices de la grandeur. Et quand le moment sera venu, tu auras l'occasion de mettre à l'épreuve le gréement de ton navire et de montrer ce que tu as dans le ventre. Ce jour-là, j'espère être avec toi pour contempler tes voiles inondées de lumière. Tu vas chialer? Ça, c'est du discours mentoral de qualité, qui va rejoindre immédiatement les grandes phrases de Rocky. Et Jim, qui croyait être seul depuis le début, se rend compte qu'il peut en réalité compter sur une figure paternelle et se laisse aller à un geste familier pour se réconforter. Même Silver semble choqué, mais pas déçu. Ça dure quoi, 3 minutes, mais ça développe tellement les personnages et leurs relations. Mais évidemment, là où Jim se sent enfin épaulé, Silver lui sent bien qu'il s'attache trop à ce petit et que ça va lui jouer des tours. C'est ça aussi que j'adore chez ce personnage. C'est un mec torturé, qui a sûrement dû traverser l'enfer pour s'endurcir et accomplir son rêve. Et lui aussi va devoir prendre une décision à un moment donné pour vraiment devenir celui qu'il veut être. Mais évidemment, ils ont été entendus par l'autre araignée de mauvais augure. En cabine, on peut voir Jim se faire littéralement péter dessus. Ouais, le début des années 2000 et l'épée, c'est tout un art. Et encore une fois, les teintes pastel du décor sont sublimes et rappellent subtilement Lilo et Stitch. Petite scène humoristique avec Morph qui prend dans ce film le rôle du perroquet parlant typique du pirate, scène qui peut sembler anodine, mais va mener notre protagoniste à un endroit où il n'aurait pas dû être. Jim attrape Morph dans une caisse de pamplemousse de Mandragore et se retrouve en plein milieu d'une discussion entre les forbans, qui planifient leur mutinerie. Il est grand temps qu'on se révolte, pas avant d'avoir mis la main sur le trésor. Il apprend en passant de la bouche de Silver que c'est bien Scroop qui a tué Arrow et non sa maladresse. Scroop qui en profite pour expliquer aux autres ce qu'il a vu sur le pont. Oh, tu as en toi les prémices de la grandeur, Jimbo. Bien sûr, Silver se défend de ses accusations pour ne pas passer pour un lâche. Une seule chose m'importe, les gars. Une seule chose, c'est clair. Le trésor de Flint. Vous croyez quand même pas que je vais risquer de tout perdre pour un petit morveux dans son genre? Trahison, disgrâce. Mais par chance, cette joyeuse réunion est interrompue par Monsieur de la Lorgne, qui hurle... Et quel plan de présentation, les amis. Deuxième apparition du verre qui, comme je vous l'ai expliqué au début, est la couleur de la planète, de l'objectif, du bon gros cash en somme. Silver, qui avait oublié sa longue vue dans la cuisine, revient pour la récupérer et tombe nez à nez avec Jim. Trahison.
Ça y est, les deux ont compris. Mais Jim prend les devants avant que ça dégénère et le blesse à la jambe. Et premier plan où on peut voir à travers la vision de Silver, et on remarque qu'il est bardé de capteurs dans l'œil. Une vision que je trouve personnellement très stylée. Ayant capté qu'il venait d'être découvert, Long John sonne l'heure de la mutinerie. Changement de plan, les gars! Il est temps de passer à l'action! Et ça va péter! Tiens, vous voyez qu'il avait pas que des instruments de cuisine dans son bras robotique. Laisse-leur 2 secondes et les voilà armés et prêts à prendre d'assaut la cabine du capitaine. Des pirates sur mon bâtiment, je les ferai tous pendre. Pendre? Waouh, c'est pas une façon de faire d'habitude chez Disney. Quoique, elle jette une arme au Doc en lui demandant s'il sait s'en servir, visiblement pas trop, puis elle confie la carte à Jim en lui demandant de la défendre au prix de sa vie. Et Morph peut pas s'empêcher de jouer au coup. Bon, vous avez vu ce qu'il a dans le bras, alors regardez ce qu'il planque dans sa jambe. Et c'est parti pour une course-poursuite dans les entrailles du vaisseau. Ils embarquent sur un canot de sauvetage et s'apprêtent à s'enfuir, mais Morph fait encore des siennes et attrape la carte de la poche de Jim. Putain, mais c'est pas le moment de jouer. Jim le suit, obligeant les autres à l'attendre sous les tirs des pirates. Et le Doc nous refait le coup de « je sais pas faire, mais si j'y mets de la bonne volonté, alors par un coup du sort ça va fonctionner », en tirant au hasard, touchant un lustre qui fait tomber quelques pirates, les tuant sur l'instant. Et Hop commence à se débarrasser de plusieurs personnages chiants à dessiner. Ça dégage! Silver en profite pour leur refermer la porte au nez, les empêchant de partir. Le duo Jim-Morph finit par attirer l'attention de Silver, qui se jette sur l'occasion pour récupérer la carte en attirant Morph à lui. Mais Jim fait de même, et Morph confus n'arrive pas à se décider, et part se cacher dans un tas de camps. Encore une fois, cette idée de nœud qui les lie les uns aux autres. Long John essaie de se rapprocher pour attraper la carte, mais sa blessure à la jambe donne l'avantage à Jim qui la récupère. Il sort son arme, mais ne peut se résoudre à abattre son ami dans le dos, laissant Jim sauter à bord du canot de sauvetage. Waouh, c'était juste. Pas passer loin. Il tente à présent de s'enfuir, mais sont touchés par le canon de bord de tout à l'heure. Et les voilà qui tombent en chute libre sur la planète, débouchant sur un crash qui blesse Amelia. Mais les voilà au moins sortis d'affaire. Ou pas, puisque ce petit con de Morph a trollé en prenant la forme de la carte. Ça veut dire que... La carte est restée sur le navire! Et vas-y, je vous jure, il rend fou lui. Laisse-moi seul 5 minutes avec lui! Je peux pas te laisser faire ça! Et c'est là qu'on mêle respect de son univers et idées visuelles pertinentes. Car cette planète est basiquement une machine, et sur sa surface, on n'a pas une végétation qui pousse sur de la terre, mais sur du métal et du cuivre, sous la forme de moisissures et de fungus, aussi appelés champignons. Ce qui nous donne ces visuels magnifiques de moisissures vertes qui ressemblent à de l'herbe, et ces superbes champignons géants qui forment une végétation intrigante. Et là on capte que ça a quand même vachement la gueule de cocotier. C'est vrai qu'en y regardant de plus près, l'environnement semble tropical, mais un tropical alien. Voyez, respect de son univers et pertinence visuelle. Heureusement, par la magie du scénario, juste à côté de là où ils se sont crachés, se trouve un robot qui va peut-être pouvoir les aider. T'adore, fais-moi un gros câlin, chérie. C'est Martin Short qui double cet agaçant mais attachant petit robot déglingué du nom de Ben. Lion électro-navigateur. Il a rempli les stocks d'enregistrement par ses impros, ce qui a grandement aidé à la création du personnage. Ça vous rappelle rien? Un personnage secondaire exubérant qui enrichit le film par ses impros explosives? Et oui, Robin Williams dans Aladdin. Rien d'étonnant quand on sait que les réals sont les mêmes sur les deux œuvres. C'est un peu leur marque de fabrique. Pas moi! Mais je lui préfère sa VF, interprétée par Laurent Dutch, un comédien français que je ne connaissais pas très bien, mais depuis que j'ai fait quelques recherches sur lui, je me rends compte que j'ai pas loupé grand chose. Bon, c'est vous le chef. Heureusement dans ce film, il est très bon. Et c'est aussi lui qui double Blue dans Rio. Le personnage est un ancien membre de l'équipage du Capitaine Flint. Oui, ce mec du début. Et il est un peu foufou, mais il a une excuse. Il est tout seul ici depuis un siècle. Inspiration directe de Ben Gunn, lui aussi abandonné par Flint dans le roman original. Mais Gunn, c'était que pendant 3 ans. Après, c'était pas un robot. On apprend rapidement qu'il n'a plus de mémoire, car il lui manque une partie de son cerveau mécanique. J'ai perdu la mémoire. C'est très intéressant dans le sens où, comme les autres personnages du film, la perte est un motif récurrent. Sa mémoire pour Ben, son père pour Jim, les parties de son corps pour Silver, un second pour Amelia, etc. Après quelques blagounettes, Ben les amène jusqu'à sa maison. Une maison, ça. Maison qui possède des motifs identiques à ceux de la sphère. Et petite anecdote, Greg Elliott, un membre de l'équipe de création, a créé tout un dialecte alien en rapport avec la Maboule. Expliquant par là que toute la planète a bien été bâtie par des extraterrestres. Extraterrestre! Puis abandonnée. Pourquoi, on sait pas, on s'en fout, et franchement tant mieux. Les films ont en ce moment la fâcheuse tendance d'expliquer absolument tout, retirant par là une partie de la magie qui fait le cinéma, selon moi. Mais à peine le temps d'arriver, qu'ils se font agresser par les pirates, pensant qu'ils détiennent la carte. Passé les politesses d'usage, Silver veut discuter. J'aimerais te dire un mot en tête-à-tête. Scène de négociation tirée du bouquin, qui à la base voyait le capitaine aller négocier avec les pirates. Mais bon, comme la capitaine est au schnaps et que le toutou a pas le courage, c'est Jim qui s'en charge. Je suis ton copain, alors file-moi ton plan. Et après t'auras le droit de prendre ta part du trésor, comme les autres. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Bon, pour résumer... Ou cette carte est à moi avant l'aube demain matin, ou j'en fais le serment. Les canons du galion vous pulvériseront tous et vous enverront tous vers un monde meilleur. D'accord, faisons comme ça. C'est pas la joie et ça fait paniquer le Doc, qui semble enfin ressentir la prégnance du réel se poser sur ses petites épaules frêles. Et c'est l'ado de 15 ans qui fait équipe avec un robot déglingué qui va trouver une solution. Ils réfléchissent un peu sur leur situation. Sans la carte, on est mort. Si on essaie de s'enfuir, on est mort.
Et si on reste ici? On est mort, on est mort, on est mort, on est mort. Morph est d'ailleurs un élément du film qui permet de percevoir les facettes grises de Silver, car contrairement à un autre méchant emblématique qui avait un animal parlant avec lui, et qui lui méprisait son compagnon, Silver aime Morph. Et comme le dit John Musker, un vilain qui aime son chien n'est pas vraiment un vilain. Encore une preuve que Long John n'est pas un classique et habituel bloc monocylindrique de haine pure, ce qui le rend à mon sens éminemment crédible et touchant. Nos deux aventureux compagnons vont pouvoir s'évader grâce à une ouverture secrète dans le QG de Ben, et se faufiler dans le bateau grâce à la barque que les pirates ont pris pour descendre. Et une fois sur le navire, ils vont saboter le canon et récupérer la carte. Ils se séparent, Jim va récupérer la carte et Ben s'occupe des canons. Mais bon, comme dans tous les films où un personnage secondaire comique et incompétent doit faire quelque chose d'important, il va pas pouvoir s'empêcher de faire un peu de merde en passant. Et ça on le sait déjà parce qu'il est très con. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Mais aussi parce que lui, le robot, quand il voit un panneau de contrôle / fusible, il a cette réaction. Extrait qui me faisait éminemment rire avec mes petits frères à l'époque, comme cet extrait dans l'Atlantide d'ailleurs. Moi, je m'appelle Kira Kakashi. Kira Kakashi? Allez savoir pourquoi. Jim récupère la carte où elle était, mais ce con de robot active par mégarde l'alarme. Alarme qui les fait détecter par... Scroop, évidemment. Et il peut marcher sur les murs, mais quelle angoisse, je vous jure. Morph sauve Jim avec une petite blague qui ne plaît pas beaucoup à Scroop, et Jim en profite pour se planquer, avant de se tenir face à Scroop et le tenir en joue. Mais à ce moment-là, Ben coupe la lumière sans faire gaffe, et de deux. Au passage, notez qu'on voit pour la première fois un personnage principal, adolescent de surcroît, tenir une arme à feu dans un Disney. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est peu commun. Et même après ce film, des adolescents qui tiennent des armes à feu dans un Disney, je vous mets au défi d'en trouver. Et l'autre araignée de malheur a disparu? Enfin non, il nous fait plutôt une Seigneur des Anneaux 3, sauf que là où Frodon se prend le dard... Titre: quel genre de porno vous regardez-vous? Ici, ça finit encore en blagounette de Morph. Il est vraiment très efficace ce petit molar volant. Dans un dernier acte de stupidité plein de bonne volonté, Ben désactive la gravité artificielle du bateau. Et de 3. Bravo! Ce qui nous donne une scène de combat en apesanteur vraiment très sympa. En plus de rajouter une tension palpable à la scène. Va saluer de ma part, monsieur Harrow. Va le saluer toi-même! Mort de Scroop qui fait office de vengeance miroir, car tel Monsieur Caillou tombant dans le vide, notre Monsieur Araignée... Bon, je vais pas courir après la logique dans un Disney, mais il va jusqu'où comme ça? Parce que c'est le bateau qui a inversé la gravité, et pas la planète. J'exige de comprendre! La gravité artificielle revient, et ils retournent tous les trois au QG, qui s'est fait prendre d'assaut pendant la nuit. Mais heureusement, Jim sait faire quelque chose que les pirates sont incapables de faire, ce qui leur laisse une petite chance de survie. Ouvre-la! Vous avez vu ça? Pas le choix, tout le monde va se diriger de bon gré mal gré vers le point que la carte indique. Oh putain, je sens qu'on touche au but. Une fois au bout, petit malentendu sur comment on fait maintenant. Mais Jim, toujours aussi malin, comprend vite, et je vous laisse la scène pour que vous puissiez constater comme moi. C'est stylé. La carte menait donc à un grand portail. Et bah voilà comment faisait Flynn pour surgir de nulle part et disparaître sans laisser de traces. Et là, on peut voir des tas de monde créés pour l'occasion. Non mais regardez comment c'est créatif quoi. Une porte énorme, s'ouvrant et se fermant. Mais ça l'accueille! Et Jim, encore malin, comprend bien vite que pour atteindre le trésor, il suffit d'ouvrir la bonne porte. Et comme disait Ben, on atteint le centroïde du mécanisme. Centroïde du mécanisme. Qui se trouve être le noyau de la planète recouvert d'or. Non mais je sais pas, ça vous fait rien? Parce que là je trique moi. Le concept est sublime et l'exécution envoie du bois. Ça, c'est des idées de SF. Ben semble se rappeler de quelque chose, mais bon, tu permets frérot, là j'admire un trésor de la taille d'une lune. En tout cas, s'il y en a bien qui en peut plus, c'est Silver. Jim, qui n'en loupe décidément pas une, part s'emparer d'un radeau plein d'or, mais il va quand même falloir un peu le retaper. Et oh merde, Flint. En chair et en os. Enfin, surtout en os, je dois dire. Parce que question organe ou truc de genre qui ressemble à de la viande, y a pas grand chose. C'est pas drôle frère, c'est pas drôle, ça ne fait rire personne, regarde. Regarde, qui rit? Personne! Et qu'est-ce qui tient dans sa mimine? La mémoire de Ben. Je crois que je viens de retrouver ta mémoire. On t'a jamais dit que t'avais vraiment les mains froides? C'est... Wow! J'ai retrouvé de la mémoire! Tous mes souvenirs me reviennent! Jusqu'au moment où Flint m'a arraché le micro-circuit pour que je parle à personne de son histoire de bombe à retardement! Ah merde! Flint voulait être sûr que personne lui vole son trésor, alors il a truffé toute la planète de bombes! Ah giga merde! Ah, protago merde! Et voilà le rêve de ta vie qui te file entre les doigts, littéralement. Et on reprendra encore un peu de mort par chute.
Une mort pas très cool non plus d'ailleurs. Et on remarquera que l'entièreté des morts de ce film se sont faites en tombant. Ça fait la 4e quand même. De son côté, Jim a fini de réparer le canot et Silver l'a vu. Transition sur nos deux captifs, toujours captifs, qui commencent à sentir que quelque chose ne va pas. Et là où on se dit que c'est la capitaine forte et courageuse qui va agir, c'est bien le doc qui va les sortir de ce mauvais pas. J'ai l'impression d'être un bon à rien, un gringalet, avec des poignets d'une rare finesse. Avec une blague un peu grossophobe. Est-ce que c'est votre bedaine qui est trop massive pour votre tête rikiki, ou est-ce que c'est votre tête qui est trop rikiki pour votre énorme bedaine? Laisse-moi te dire un truc, gros là. Ta mère est passée me voir tout à l'heure, et ben je l'ai culbutée comme une vraie salope. Je t'interdis de parler de ma mère comme ça. Question. Est-ce que c'est à vous, ça? Eh ben, couillu pour le toutou. De son côté, Silver monte à bord et Jim s'arme pour se défendre. Tu sais que je t'adore, mais je suis allé trop loin pour te laisser me barrer la route du trésor. Ouf, sauvé par un rayon laser. Enfin sauvé, plutôt mis dans une position très inconfortable. Et Silver se retrouve obligé de choisir entre sauver le petit ou garder son trésor. Bon, on est dans un Disney, donc entendons-nous bien, Silver va sauver Jim. Et évidemment, c'est un brise-cœur de le voir abandonner son rêve. Bon, et comment on fait maintenant? Oh putain, yes, ils ont récupéré le navire. Dépêchez-vous, il ne nous reste que 2 minutes 34 secondes avant destruction de la planète. Oh, ça, quand j'étais gosse, ça me rendait fou. Alors je comptais dans ma tête pour voir si ça correspondait. Amélia est blessée et c'est le doc qui conduit. Je suis pas serein. Ils montent à bord et les voilà partis pour se barrer de cette planète. Silver se la joue au capitaine que vous êtes l'hôte de ses bois, mais elle est plutôt en mode gardez donc vos boniments pour le juge, Silver. Et un débris qui passait gentiment par là démantibule leur misaine. Misaine démantibulée, capitaine. Réacteur à 30% des capacités. On ne pourra pas quitter cette planète avant qu'elle n'explose. Ce qui est chiant. Mais Jim, encore, ce méga crack, leur explique qu'ils peuvent passer par le portail qui est resté ouvert. Bon, petit détail, le portail est activé sur le centre de la planète qui explose bien sa mère. Mais Jim a encore la solution et va nous taper sa meilleure perf en surf solaire pour aller modifier la destination avec son petit doigt. Les voilà bricolés avec un morceau de métal et le barillet d'un canon de bord. Et le voilà parti. Jim évite un débris, puis deux, redémarre son surf et repart à l'assaut. Et c'est d'ailleurs une petite folie de débris en 3D qui passe dans tous les sens. Jim esquive et slide sur un mur, putain c'est dingue. Le navire les suit de près comme ils peuvent. Le doc gère la barre comme un fou. Il y est presque, mais il y a plus de cartouches. Et il tombe, encore dans le vide. Mais non, ce giga chat tourne son surf et le frotte au mur, réussissant à le démarrer. Le voilà qui remonte, fait un demi-tour de génie. Il tend le doigt pour atteindre le spatioport de Mandragore. Silence. Et oula, j'en connais deux qui se sont rapprochés. Enfin, la capitaine reconnaît les qualités évidentes de ce jeune homme. Je serais fier de vous recommander à l'Académie interstellaire. Elle a besoin d'hommes de votre trempe. Ben vient faire son Ben, et Silver s'éclipse discrètement. Et je faisais de jolis petits nœuds. Encore cette histoire de nœud. Silver défend sa cause pour qu'il le laisse partir avec une explication touchante, comme quoi Morph ne supporterait pas de se retrouver en cage. C'est l'esprit de la liberté. Se retrouver en cage, ça lui briserait le cœur. Mais Jim est déjà décidé, son mentor lui a sauvé la vie dans tous les sens du terme, et il lui doit beaucoup. Alors il va le laisser partir. Silver lui propose de venir avec lui, mais encore une fois... J'étais prêt à accepter ce genre d'offre sans réfléchir. Depuis, j'ai connu un vieux cyborg, et il m'a appris que je pouvais choisir moi-même mon cap. Et c'est ce que je vais faire. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois? Je vois un avenir. Regarde-moi ça. T'es aussi radieux qu'une éruption solaire. T'es vraiment pas n'importe qui, Jim. Tu vas faire de l'ombre, c'est toi. Mais il ne part pas sans lui faire un petit cadeau d'adieu, il lui confie Morph, et il lui donne une partie du trésor qu'il a gardé pour que sa mère puisse reconstruire son auberge. Ne fais pas de bêtises, espèce de vieux brigand. T'inquiète, tu me connais. Moi qui ai toujours été sage comme une image. Retour à la maison, et il lui présente ce fameux... nouvel ami. Et ils ont reconstruit en encore plus grand. Ben vit avec eux apparemment, et Amelia et Doppler ont des enfants. Oui, ne vous posez pas trop de questions s'il vous plaît. C'est dégueulasse, merde. Et les deux flics du début ramènent Jim, qui a été pris à l'académie. Oh, il pue la classe. J'en profite maintenant qu'il a atteint son pic en termes de personnages. Regardez, ça c'est lui au début, et ça c'est lui à la fin. Du noir sombre au blanc lumineux. Plus de loup sous les yeux, car il voit clair son avenir, les cheveux bien coiffés, la tenue au carré, une évolution cohérente et visuelle. Bon, c'est la fête, tout est bien qui finit bien, et dans un dernier moment doux amer, Jim lève les yeux vers le lointain de l'espace, et songe à son ami qui lui manque. Et l'univers, dans sa grande mansuétude, aligne les nuages et une étoile pour dessiner le portrait de ce bon vieux Long John Silver. Et fin. Alors ? Eh ben pour moi, je crois que c'est mon Disney préféré. Après, je l'ai découvert jeune.
et il m'a beaucoup marqué, donc je suis peut-être pas le plus objectif pour en parler. Mais honnêtement, en le revoyant plus vieux, et en essayant le plus fort possible de faire taire l'enfant heureux dans ma tête, je continue à lui trouver des qualités qui, chez moi, marchent véritablement. Je sais pas, c'est l'espace en toile de peinture, les personnages attachants et bien écrits. Ces musiques, bon sang, ces musiques que j'ai essayé de mettre derrière mes parties parlées, et qui vont sûrement démonétiser ma vidéo. Et qui me régale autant que celle de l'Atlantide, l'Empire perdu. En même temps, c'est la même légende qui compose les deux BO, Jeff Newton Howard, qui confesse avoir voulu rendre hommage au grand film d'aventure dans ses compositions. Hommage réussi haut la main, tant l'orchestre qu'il dirige nous emporte avec lui, tantôt dans l'action, tantôt dans l'intimité, à travers des musiques qui donnent le ton et nous accompagneront même à la fin de notre visionnage. Les fonds sont sublimes, les doubleurs en VF sont tous des pointures qui jouent à la perfection, exception faite de Jim, car oui, je vous l'avais expliqué, c'est David Hallyday qui assure ici son doublage, et qui délivre une performance remarquable pour un premier rôle. Genre non, vraiment, il est bon. En fait, j'ai du mal à lui trouver des défauts objectifs. Scénaristiquement, ça tient la route de bout en bout, ça fait même mieux que ça, en créant une palette de personnages attachants, voire touchants parfois. Les péripéties s'enchaînent bien, entrecoupées de moments marquants. Si vous n'aimez pas ce film, j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire. Peut-être que ça m'aiderait à comprendre des trucs que je n'arrive pas à voir à cause de mon embrumement nostalgique. Et top du top, oui j'utilise cette expression, il a une très bonne rejouabilité je trouve. En tout cas moi je le revois souvent avec plaisir. Et il y a tellement de choses qui me plaisent dans cette œuvre. Tenez, rien que ça peut sembler rien, mais ces petits mouvements que les animateurs donnent aux personnages et qui les rendent hyper vivants selon moi. Ce que je veux faire avec cette vidéo, c'est surtout vous pousser à vous intéresser à lui. Quand je demande aux gens c'est quoi leur Disney préféré, jamais on me répond La Planète au Trésor. Et quand je leur en parle, les gens me disent qu'ils l'ont jamais vu. Alors je sais qu'à l'époque, il était le plus gros beat de Disney, il a coûté 140 millions à produire et n'en a rapporté que 110, ce qui en faisait le classique Disney le plus désastreux en termes de recettes. Et que globalement de l'extérieur, on pourrait rapidement se dire que c'est juste l'île au trésor dans l'espace, et que ça paraît nul. Mais donnez-lui sa chance. Encore une chose, je tiens à dire que je suis un assez grand fan du film Titan AE et de son univers. Oui, je sais, honte sur moi. Et le fait que des éléments scénaristiques soient identiques, que le personnage principal soit style cool, j'aime pas trop ce mot mais je vois pas trop ce que je peux dire d'autre, et que ça fasse de la SF un peu inventive, a du jeu sur moi. Et ne vous en faites pas, j'ai définitivement fait mon deuil d'en voir une suite. Et franchement, vu le niveau des suites chez Disney, je suis soulagé que ça ne soit jamais sorti. Mais au cas où ça vous intéresse, il comptait faire se retrouver Jim en jeune cadet de la marine et Silver, devenu un contrebandier célèbre, pour les faire affronter un ennemi du nom de Barbe de Fer, venu d'une zone inconnue de l'espace. Mais pour ça, il aurait fallu du budget. Et vu comment le film avait bidé, autant vous dire que personne n'était chaud chez Disney. Et ça me fait beaucoup de peine pour John Musker et Ron Clements. 17 ans pour le faire, un projet qu'ils portaient à bout de bras, pour lequel ils ont dû faire des pieds et des mains, pour au final un flop pareil. C'est pas mérité ça, chef. Sinon, et pour finir, depuis que Disney a décidé de devenir une usine à live action pour leur grand classique, j'attends fébrilement une version live de ce film. Ça leur permettrait enfin de renouer avec la SF, qui n'a jamais vraiment fonctionné chez eux. En fait, le seul film rentable qu'ils aient fait en SF, c'est Lilo et Stitch. John Carter a été une catastrophe, comme à la poursuite de demain d'ailleurs. En plus, depuis Six Underground, sorti chez Netflix, j'ai trouvé mon Jim Play Hadoken. Ça pourrait satisfaire un grand public de fans qui attend enfin que ce film soit reconnu à sa juste valeur, et ça pourrait faire un live action que j'aurais enfin envie de voir. Si c'est fait avec soin, j'entends. En attendant tout ça, un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Croissantine, par exemple, on ne voit pas grand-chose de Croissantine dans le film. Non mais putain, Croissantine!